EPISOD Valmont-sur-Rivière est une ville où le temps semble ralentir, comme si chaque jour était une répétition tranquille du précédent. Les mêmes voitures passent aux mêmes heures, les mêmes rideaux s'ouvrent le matin et se ferment à la tombée de la nuit. Lucas connaît ce rythme par cœur. Il le trouve rassurant, mais au fond de lui, quelque chose lui dit que cette tranquillité n'est qu'une surface fragile. Il passe la plupart de ses fins d'après-midi dans le garage de son père, transformé en refuge personnel. Là, entouré de boîtes métalliques, de cartes griffonnées et de fils emmêlés, il travaille sur sa radio amateur. Pour Lucas, les ondes sont comme des chemins invisibles reliant des choses que personne ne prend la peine d'écouter. Il aime croire que le monde parle sans cesse, mais que très peu savent entendre. Ce soir-là, alors qu'il ajuste une fréquence, le ciel change brusquement. La lumière devient lourde, presque verdâtre. Mila arrive à vélo, s'arrête devant le garage et l'observe un instant. Elle se moque gentiment de son obsession, mais elle est toujours là. Mila aime les réponses claires, les chiffres, les faits. Pourtant, même elle ressent que quelque chose cloche dans l'air. Ils rejoignent Noah et Elise devant l'épicerie comme tous les soirs d'été. Noah plaisante, raconte que son père a parlé d'un gros orage annoncé pour la nuit. Elise, plus silencieuse, regarde sans cesse autour d'elle. Elle dit qu'elle a l'impression d'être observée. Les autres rient doucement, mais aucun d'eux ne parvient à ignorer ce frisson étrange qui traverse la rue. Lorsqu'ils décident de rentrer, le vent se lève brutalement. Les feuilles tourbillonnent. Les lampadaires clignotent de façon irrégulière, comme s'ils hésitaient à rester allumés. En arrivant près de la rivière, une sensation oppressante les enveloppe. Puis, sans avertissement, tout s'éteint. Plus de lumière, plus de bruit. Même le vent semble disparaître. Le silence est si total qu'il fait mal aux oreilles. Lucas sent son cœur battre trop fort. Élise murmure le prénom de Noah. Et à cet instant précis, le sol tremble sous leurs pieds. Le grondement qui surgit n'est pas celui d'un tonnerre ordinaire. Il est profond, ancien, comme s'il venait de très loin sous la terre. Les vélos vacillent, Élise chute et Lucas se précipite pour la relever. Noah, lui, reste figé. Ses yeux sont fixés sur la route, mais son regard semble traverser le monde. Le tremblement cesse soudainement. Les lumières reviennent une à une, hésitantes. Personne ne parle. Noah finit par murmurer qu'il a senti quelque chose l'appeler, comme si le temps s'était arrêté juste pour lui. Mila tente de rire, mais sa voix tremble. Ils se séparent quelques minutes plus tard, chacun regagnant sa maison avec un sentiment d'inquiétude qu'aucun mot ne peut apaiser. Lucas se retourne une dernière fois. Il croit voir une ombre se déplacer près de la rivière, puis elle disparaît. La nuit est longue. Lucas ne parvient pas à dormir. Le silence de la maison est pesant. Peu avant minuit, sa radio s'allume seule. Dames parasites envahissent la pièce. Les aiguilles de sa montre s'immobilisent exactement à minuit. Un souffle froid traverse le garage, faisant vibrer les outils suspendus. Puis, tout redevient normal. Au matin, la nouvelle frappe la ville comme un choc sourd. Noah n'est jamais rentré chez lui. Sa chambre est intacte, son lit fait, son sac posé contre le mur. Sur le bureau, sa montre est arrêtée à minuit, exactement comme celle de Lucas. Au collège, sa chaise reste vide. Les professeurs parlent de fugue, les adultes évitent les regards. Lucas, Mila et Elise savent que quelque chose d'autre est arrivé. Quelque chose qu'on refuse de nommer. En fin d'après-midi, alors que Lucas rentre chez lui, la radio grésille de nouveau. Une voix faible traverse les interférences. Elle semble lointaine, déformée, presque engloutie. Lucas reconnaît le timbre avant même de comprendre les mots. C'est la voix de Noah. Et elle murmure lentement, comme venue d'un autre endroit, « Je suis encore là ».